Voix d'entrepreneur, présentée par Frédéric Simotel. Groupe Rocher, l'engagement au cœur du business. Le 13 janvier, BFM Business organise ses BFM Awards. Chaque année, on récompense des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprises qui ont marqué l'année. Et puis cette année, c'est une édition un peu particulière puisque ce sont les 20 ans de ces BFM Awards. Et on va revenir justement sur ces 20 années de succès, d'audace que nous avons célébrées pendant 20 ans. On le fait en partenariat avec Accuracy, cabinet de conseil en finance et stratégie, qui est notre partenaire depuis 10 ans et qui lui-même fête ses 20 ans. Voilà, ça fait beaucoup d'anniversaires à fêter ensemble. Et on le fait à travers ce podcast, Voix d'entrepreneur, 20 ans d'innovation, de choix audacieux, de stratégies gagnantes. Voilà, c'est ces histoires, ces parcours qu'on va vous raconter. Et justement, aujourd'hui, nous accueillons Brice Rocher, président du groupe Rocher. Bonjour. Bonjour. Brice, petit-fils du fondateur. Et avec nous également Sophie Chassa. Bonjour. Bonjour. Sophie, vous êtes associée au sein du cabinet Accuracy et aussi membre du comité de mission du groupe Rocher. Et justement, on va être autour de ces thèmes d'entreprise à mission. Alors, je reviens un instant sur le groupe Rocher, né en Bretagne Sud à la Gacilly en 1959. C'est spécialisé dans la cosmétique végétale. Vous connaissez bien entendu toutes ces marques. Il y en a beaucoup qui sont arrivés depuis qu'on rejoint le groupe. Il y a le docteur Pierre Ricot, Petit Bateau, il y en a beaucoup d'autres. Et puis en 2019, ça a été une étape importante pour le groupe Rocher, à renommée internationale, a été le premier à adopter un statut d'entreprise à mission. Une initiative qui a pris encore plus d'importance avec ce qui s'est passé avec le Covid. Brice, avant de revenir sur ce côté entreprise à mission, parlez-nous un peu de votre engagement familial. Et puis, voilà, petit-fils de fondateur, comment s'est passée cette transmission de valeurs là, au fil des années ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le groupe Rocher, c'est un groupe familial qui est détenu à 100% par la famille Rocher et qui a été créé, comme vous l'avez dit, par mon grand-père, Yves Rocher. Et en fait, c'est un groupe engagé depuis le départ. Et cet engagement remonte finalement à une expérience personnelle que mon grand-père a vécue quand il était tout jeune, à l'âge de 14 ans. Il a pris conscience que la nature avait un impact positif sur le bien-être des gens, et donc sur son bien-être à lui en particulier à ce moment-là, et en retour, il a eu envie d'agir en faveur de la nature. Et quand il a entrepris une dizaine d'années plus tard, il n'a eu de cesse finalement d'essayer de réconcilier une forme de performance économique, parce que quand on est entrepreneur, il faut créer de la valeur, créer de la richesse pour pérenniser l'avenir de l'entreprise, mais réconcilier ça avec une contribution sociétale, un combat qu'il a choisi, c'est-à-dire la protection de la nature et de l'environnement. Et en fait, il nous a transmis tout ça à chaque membre de la famille. Et le devoir d'une entreprise familiale, finalement, le premier devoir d'une entreprise familiale, si j'ose dire, c'est de transmettre à la génération suivante. Oui. Mais de transmettre finalement un socle de valeurs puissamment enraciné, puisque il dépendait de l'expérience personnelle que mon grand-père a vécue à l'âge de 14 ans. Et il se trouve qu'en plus, cette valeur de protection de la nature, elle est furieusement d'actualité aujourd'hui. Oui. Et justement, ça résonne parce que dans ce dont on va parler aujourd'hui, l'entreprise à mission, parce que toute cette histoire, voilà, c'est une continuité finalement de l'histoire de votre grand-père. Donc, on rappelle 2019. Donc voilà, on est avant le Covid. Il y a beaucoup de choses. Le groupe Rocher continue sa progression, sa croissance. Et puis vous décidez. Alors, il y avait Danone qui en parlait un peu d'être une entreprise à mission, le sens. Mais peu d'entreprises en parlaient et vous avez décidé d'y aller, de passer d'être une entreprise à mission. Alors pourquoi cet engagement ? Le groupe Rocher, comme je le dis, a toujours été engagé. Il a été engagé depuis l'origine, depuis la création en 1959. Il n'a eu de cesse d'agir en faveur de l'environnement. Quelques exemples. Dans les années 70, il s'oppose au remembrement des terres agricoles. C'est-à-dire qu'à l'époque, on cherchait du rendement, de la productivité, mais lui, il voyait l'extinction des sentiers, de la biodiversité, des haies bocagères, etc. Et donc, il s'est opposé à ça, concrètement. En 89, 15 ans avant la loi, il arrête les tests sur animaux. Et aujourd'hui, à part le miel et la cire d'abeille, il n'y a aucune matière première animale dans la formule de nos produits. En 96, 97, les champs de fleurs et de plantes à destination cosmétique cultivées en agriculture biologique pour éviter la pollution des sols et des eaux, etc., etc., etc. Donc cet engagement, il est là depuis l'origine. Le statut de société à mission, il permet de rendre explicite ce qui est bien trop souvent implicite.
c'est-à-dire le sens, l'engagement de l'entreprise, sa raison d'être. Et c'est là où vous entrez dans l'aventure, Sophie Chassa, donc associée au sein du cabinet Accuracy, parce que Accuracy accompagne le groupe Rocher sur la partie financière, mais aussi sur cette partie extra-financière. Alors c'est un hasard ou il y a une volonté? Expliquez-nous comment est née cette collaboration. Alors, comme vous l'avez dit, Frédéric, Accuracy, c'est historiquement un cabinet de conseil en finance et en stratégie. Mais aujourd'hui, dans un contexte et des enjeux de transition vers un monde bas carbone, en fait, il y a une nouvelle frontière qui a émergé, celle de la convergence entre, d'une part, les enjeux sociaux et environnementaux et d'autre part, les enjeux économiques et financiers. Désormais, les deux vont de pair et en fait, les modèles qui vont pouvoir s'adapter à ce nouveau contexte vont être des modèles alignés from purpose to the bottom line, comme on aime à le dire chez Accuracy, parce qu'aujourd'hui, en fait, sens et rentabilité sont les deux faces de la même médaille gagnante de la transition. Et voilà, on a l'ambition d'accompagner des clients engagés, donc effectivement des sujets parfois très financiers ou des sujets moins financiers, mais qui désormais ne marchent pas l'un sans l'autre dans ce contexte et qui participent de transition. À la réussite de l'entreprise. Alors Brice, justement, on parle d'engagement, donc le fait que vous, en tant que dirigeant, vous engagez, c'est bien, mais comment on fait pour perdurer ce statut d'entreprise à mission auprès des collaborateurs? Voilà, comment les engager aussi et maintenir ça dans la durée? Nous, notre méthode au sein du groupe Rocher, elle est assez simple. On va chercher à distinguer du coup, alors en matière d'extra-financier, j'entends, à distinguer les objectifs conventionnels des objectifs singuliers. Objectifs conventionnels, pour nous, ça va être la diminution des émissions de gaz à effet de serre, la diminution de la consommation de plastique. J'ai envie de dire que cet objectif-là, il est commun à toutes les entreprises, quelle que soit l'industrie dans laquelle on est. Notre combat à nous, c'est de délivrer sur le marché des produits, des services, des expériences pour un résultat beauté, in fine, mais issu des bienfaits de la nature. Et dans nos statuts, on a inscrit la raison d'être qui consiste aussi à reconnecter les femmes et les hommes à la nature pour revenir à l'expérience personnelle que mon grand-père a vécue à l'âge de 14 ans. Il y a une action qui nous est chère, qui a été initiée par mon oncle Jacques suite à sa rencontre avec Wangari Maathai, c'est qu'on plante des arbres. Et donc, quand on plante des arbres, on le fait avec nos différentes communautés, et qu'est-ce qui se passe ? On s'apprend la journée, on met les mains dans la terre, et on se reconnecte à soi, à la planète et aux autres. Et ça fait d'abord un bien fou, et ensuite, derrière, on prend conscience que la nature a un impact positif sur notre bien-être, et en retour, on a envie d'agir en faveur de la nature. Donc ça, c'est une action qui nous permet de montrer des résultats concrets sur la raison d'être de l'entreprise. Et les actes auprès des humains, et justement cette dimension humaine, on va y revenir dans un instant. Sophie Chassa, c'est une exigence de bienveillance. Expliquez-nous un peu, chez Accuracy, qu'est-ce qui résonne par rapport à ce que vient de nous dire Brice ? Il y a beaucoup de choses, ça explique peut-être d'ailleurs qu'on s'entende et qu'on travaille aussi bien ensemble. De façon globale, la dimension éthique, elle est importante chez Accuracy. À l'externe, elle se traduit par une intégrité reconnue, un souci de la vérité, vraiment une volonté d'indépendance dans nos recommandations qui en font la valeur et puis qui créent un lien de confiance avec les clients. Et puis en interne, l'organisation, elle repose sur deux piliers. D'abord, un fonctionnement sans silo, qui fait qu'en fait, nos consultants sont confrontés à une grande diversité de missions dans des contextes et des situations d'accompagnement des entreprises très, très différents. Donc ça peut être des situations de transactions, de contentieux, des moments plus difficiles comme des crises ou du restructuring, mais aussi des enjeux stratégiques et de business changes. Et ça crée une vraie stimulation intellectuelle, une montée en compétences importante, le fait qu'il y a une combinatoire d'équipes, donc les personnes travaillent les unes avec les autres de façon assez différente, il y a une vraie dynamique. Et puis le deuxième pilier, c'est l'exigence bienveillante, c'est-à-dire qu'on doit ce haut niveau à nos clients, et ça se traduit également dans le management par un accompagnement en termes de mentorat. Donc chaque collaborateur est accompagné par un associé, un director, un senior manager dans son parcours. Et puis il y a aussi la constitution de familles, ce qu'on appelle les familles au sein d'Accuracy, qui permettent à tout un
un ensemble de collaborateurs avec plusieurs niveaux de hiérarchie de se retrouver régulièrement dans cet esprit convivial. C'est une entreprise qui est vraiment tournée vers ces personnes, ces collaborateurs, et je crois qu'ils sont plutôt contents d'être là puisqu'on a un taux de turnover qui est inférieur à la moyenne. Qui est de 25%, 30% Alors ça, c'est général, la moyenne c'est nationale. Pour les cabinets de conseil, nous, on est à 16%. Ah oui, donc, donc il y a sans doute encore des marges d'amélioration, mais en tout cas... Oui, mais on sait que c'est un métier où ça tourne beaucoup. Visiblement, donc, on est mieux chez Accuracy. 16%, c'est plutôt pas mal. Alors justement, par rapport à ce que nous dit Sophie, il y a cette dimension humaine aussi qui est importante chez vous. Et Brice, il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est les défis du retour au travail, la cohésion collective pour les nouvelles générations. C'est ce que vous appelez, lorsqu'on a préparé ce podcast, vous avez dit, j'appelle ça les human skills. Alors c'est vrai qu'on parle souvent des soft skills, on parle moins des human skills. Alors qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme ? Soft skills, en fait, c'est le complément des hard skills. Oui. Et les deux sont essentiels en réalité. Les hard skills sont essentiels. Il faut de la compétence, de l'expertise, il faut délivrer du résultat. C'est ce qui nous rapproche d'Accuracy d'ailleurs. Je ne sais pas si vous savez, mais la réalité c'est que c'est d'abord une histoire d'hommes à chaque fois, et de femmes. C'est la relation humaine. C'est le fait qu'on partage un certain nombre de valeurs, etc. Et alors, j'aime pas trop ce terme de soft skills parce que je trouve qu'il est un peu rabaissé par rapport aux hard skills. Et c'est pour ça que je préfère parler de human skills. Et pourquoi je considère que c'est important ? Parce que c'est vrai que pour faire tourner une boîte, une entreprise, il faut du capital financier. Il faut investir, il faut du capital financier pour que l'entreprise puisse se développer, puisse maximiser son développement futur, etc. Mais la réalité, c'est que le capital financier sans le capital humain, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Je veux dire, à la fin de la journée, une entreprise, c'est un collectif de femmes et d'hommes, accessoirement de talent, ça peut pas faire de mal. Et c'est eux qui vont mettre l'entreprise en mouvement. Et le mouvement suscite l'adhésion. Et le capital humain, qu'est-ce que c'est ? C'est la production innovante, c'est la culture des valeurs, c'est la réinvention des organisations, c'est la création collective. En fait, une entreprise, c'est une aventure collective, c'est un voyage, et il faut le faire ensemble. Et c'est pour ça que je préfère parler de human skills, parce que je trouve que c'est plus en rapport avec le capital humain que je viens de décrire que soft skills, qui est un peu à chaque fois rabaissé par rapport aux hard skills. Et pour moi, l'un ne prend pas le pas sur l'autre. Les deux sont essentiels, entendons-nous bien. Mais il faut les deux. Alors justement, pour rester dans ce capital humain et pour ces entreprises d'émission, il va falloir faire attention aussi au futur, Sophie, parce que dans le futur, on a des enjeux réglementaires qui arrivent, on a la CSRD, donc voilà, il ne faut pas se laisser embarquer, il faut suivre évidemment la réglementation, mais par rapport à ce que vient de nous dire Brice, il ne faut pas trop se laisser embarquer. Comment faire justement pour trouver cet équilibre entre l'humain, faire fonctionner l'entreprise normalement, et puis il y a quand même quelques enjeux réglementaires à suivre. Oui, alors il y a deux choses par rapport à ces contraintes réglementaires dont vous parlez et la CSRD. D'abord, la CSRD, elle ne vient pas remplacer la possibilité pour toute entreprise de définir une raison d'être ou d'adopter la qualité de société à mission. C'est une possibilité qui avait été ouverte par la loi Pacte. Et je dirais même que dans le contexte de cette obligation réglementaire, il est plus que jamais important de faire cet exercice de définition ou de redéfinition de sa raison d'être et de sa mission. Ça impose un cadre. Voilà. Oui, et en fait, parce que jamais l'exercice qui consiste à faire un reporting sur des points de données, avec une dimension parfois très technique, ne viendra ni créer des éléments de différenciation, ni créer de la valeur. Et donc, je pense que plus que jamais, pour les entreprises qui n'ont pas fait cet exercice, c'est important de le faire avec cette obligation qui arrive. Et puis, deuxième chose, la CSRD, voir la CSRD comme simplement une contrainte réglementaire, c'est une façon de voir les choses aussi. L'objectif de la CSRD, c'est pas de dire aux entreprises on va vous rendre la vie impossible, c'est d'être un cadre avec des repères, c'est vrai, extrêmement précis pour se poser tout un ensemble de questions dans un contexte de transition à nouveau vers une économie bas carbone. Et moi, j'utilise souvent une métaphore, je dis que la CSRD, c'est un peu comme la carte IGN de la transition pour les entreprises. Elle va venir donner tout un ensemble de points de repère extrêmement précis, mais elle ne dicte pas le chemin. Et c'est à chaque entreprise de définir les sujets qui vont être matériels, qu'on ne se noie pas dans le détail technique de ces sujets et qu'on garde la dimension stratégique et pragmatique de l'exercice. C'est important
ce que vous dites, et j'en viens à ma dernière question, justement, être une entreprise à mission, aujourd'hui, ça doit participer, en quoi ça doit participer vraiment, on doit se le dire, quand on est un dirigeant d'entreprise, ça doit participer à la réussite de son entreprise. Une entreprise à mission, c'est une entreprise qui va réconcilier performance économique et une contribution sociétale, un combat dans lequel j'engage l'entreprise. Mais il y a bien un ordre du cortège, vous l'avez bien vu, c'est d'abord de la performance économique, parce que sans performance économique, l'entreprise n'est pas capable de perdurer. Et ça, c'est essentiel. Il faut le marteler, le dire et le redire. L'entreprise, elle doit créer de la valeur. Vous savez, quand on a fait l'exercice, d'ailleurs avec Sophie, de rendre explicite la raison d'être, donc de définir la raison d'être qu'on a inscrit dans les statuts, etc., j'ai cherché à passer cette raison d'être sous l'angle de 4 filtres. Le premier, c'est qu'il fallait absolument que cette raison d'être, elle soit propriétaire. Dit autrement, elle doit venir des racines, de l'ADN de l'entrepreneur, comme concrètement, elle repose sur l'expérience personnelle que mon grand-père a vécue à l'âge de 14 ans. Elle est propriétaire et donc ça rend cette raison d'être authentique vis-à-vis des collaborateurs, des collaboratrices, mais de l'ensemble des parties prenantes. Le deuxième filtre, je voulais être certain que cette raison d'être, elle réponde à un défi futur et même actuel. Et honnêtement, reconnecter les femmes et les hommes à la nature dans un monde de plus en plus urbanisé, cerné par la technologie, c'est un véritable enjeu de société en réalité. En tout cas, de notre raison d'être. Le troisième élément, on vit dans un monde en transformation. Je veux dire, chaque année, il y a un nouvel événement. Sur lequel il faut adapter l'entreprise, la rendre plus agile, lui permettre de se pérenniser en quelque sorte. Donc, ok, très bien. Transformons nos entreprises, transformons nos business models, transformons nos modèles d'affaires. Mais tout ça doit reposer sur un socle de valeurs qui ne doit pas varier dans le temps. Une fois que vous avez défini votre raison d'être, il faut absolument l'inscrire sur le papier en tête de votre principal concurrent. Et s'il peut se l'approprier, 2 voies possibles. La première, c'est vous recommencez l'exercice, parce qu'elle n'est pas assez singulière et pas assez propriétaire. La deuxième, c'est vous racheter ou fusionner avec votre concurrent. Eh bien, merci. Voilà, c'est sur ces mots que nous concluons ce podcast Voix d'entrepreneur. Vous l'avez compris, j'espère qu'on vous a donné cette envie d'aller découvrir, si ce n'est pas déjà fait dans votre entreprise, ce côté de statut d'entreprise à mission. Merci, Brice Rocher, président du groupe Rocher, et Sophie Chassa, associée au sein du cabinet Accuracy, qui est notre partenaire sur ces BFM Awards. À très bientôt pour un nouveau podcast Voix d'entrepreneur. C'était Voix d'entrepreneur, présenté par Frédéric Simotel. Une série de podcasts à retrouver sur le site de BFM Business et sur les plateformes de streaming audio.